énervé. La radio qui pète une case! Salut tout le monde, ciao lycée. Hello amis de la littérature. Et oui, nous sommes en compagnie de Jonathan Monard, alias John Monard. Bonjour Jonathan. Bonjour les filles. Nous sommes aujourd'hui au cinéma Sirius de Châtel-Saint-Denis. Jonathan, pourquoi ce lieu? En fait, je l'ai choisi déjà parce que c'est une très belle salle, même si peut-être on ne voit pas tout. Et parce que c'est un monument déjà de Châtel-Saint-Denis qui a déjà plusieurs années. Et en plus de ça, on a créé une troupe de théâtre amateur avec des amis à Châtel-Saint-Denis et on joue en principe tous les 2 ans sur cette scène. Rappelez-nous juste le nom de votre compagnie de théâtre. Les Culturés. Cool. Ok. Et à la fois, je savais que je n'étais pas magnifique. C'est le titre de votre roman, ou plutôt une phrase autobiographique. Alors, pas du tout autobiographique, c'est plutôt un constat un peu général. Si vous voulez, c'est une image peut-être un peu complexe, mais comme l'histoire raconte celle d'un garçon qui a un certain talent à quelque part, mais qui est aussi très perdu dans sa vie et dans ce qu'il fait. Là où il pense que tout est facile ou là où il pense réussir, il se rend compte qu'il n'est pas si magnifique que ça. Et ça représente aussi un peu comme aujourd'hui les selfies par exemple, ou les photos qu'on a tendance à publier sur les réseaux sociaux, etc. Où on a finalement une apparence, une photo, une mise en scène qu'on voit, mais on ne sait pas vraiment ce qui se déroule derrière. On peut avoir des problèmes familiaux, on peut être quelqu'un des problèmes d'argent, etc. Donc c'est aussi pour montrer la face cachée en fait des apparences. Parce qu'en fait, il y aura toujours une personnalité derrière une photo, c'est ça? Exactement. Bon. Et à la fois, je savais que je n'étais pas magnifique. Personnellement, mon prof de français m'aurait demandé de reformuler cette phrase. Vous voulez bien nous la reformuler pour introduire votre bouquin? La reformuler? Alors, et si je ne sais pas du tout comment la reformuler. Vous passez? Je passe. D'accord. Question suivante. C'est donc votre premier livre, votre premier bébé, si on peut le dire comme ça. Comment vous en êtes arrivé à faire un livre? Vous pouvez nous raconter un peu ce chemin initiatique qui vous a amené à écrire les aventures de Kostka, élève dans l'école de design de Berkeley? Alors effectivement, c'est mon premier livre. J'avais beaucoup écrit auparavant, mais surtout des nouvelles ou des textes qui n'avaient pas forcément d'intérêt, en tout cas, à être publiés. Et c'est un processus, l'écriture, donc ça se travaille. Donc moi, j'écris depuis l'âge de 12-13 ans. Maintenant, j'en ai à peu près le double. C'est bien. Plus. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé en fait une trame qui était celle du concours organisé par une marque de vêtements. C'est ce que fait la marque Prada, par exemple. Et en ayant cette trame, je me suis dit que ça pouvait faire une histoire intéressante. Donc, c'est-à-dire que, et si moi, tout à coup, je gagnais ce concours littéraire, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Donc, après, moi, j'ai édulcoré ou j'ai imaginé un peu la suite. Mais c'est comme ça qu'est née l'idée de ce roman. Juste une petite question, c'est où Berkeley? J'arrive pas, c'est inventé ou pas du tout? C'est totalement inventé. Totalement inventé, ok. La première partie, en fait, ne situe absolument pas l'action. Donc, c'est voulu. On sait juste que c'est un trou perdu. Donc ça peut être très bien sans salle, Châtel-Saint-Denis, comme ça peut être une autre ville de province en française ou une autre grande ville, c'est égal. C'était pas forcément intéressant. Après Berkeley, ça avait une consonance un peu plus anglophone, un peu plus cool comme ça. Donc c'était pour ça que j'ai choisi ce nom d'école. Donc j'imagine que lorsque vous étiez en train d'user vos pantalons sur les bancs d'école et que vous vous ennuyez en cours, est-ce que vous écriviez déjà pour faire passer le temps? Je crois, oui, effectivement, que c'était une certaine manière de passer les cours de maths, par exemple, ou de comptabilité en écrivant. Mais après, après aussi, avec l'ordinateur, c'était aussi beaucoup plus facile. Mais effectivement, ça a sûrement dû se passer. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un de vos anciens élèves, Jonathan Monard. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Lui nous a dit que ses années au CO ici l'avaient marqué. Comment il était en tant qu'élève? Eh bien, c'était pour moi un élève très discret, mais dans une classe formidable, et il en faisait... Bon, qu'en pensez-vous des dires de votre ancienne prof du CO que j'avais interviewé l'autre fois? Discret et timide, ça vous correspond vraiment? Oui, toujours actuellement, je pense. C'est vrai que je fais beaucoup d'activités où comme du théâtre, d'être sur scène, etc. Ou aussi dans l'enseignement, finalement, c'est être seul devant plein d'élèves, mais il y a un partage, il y a quelque chose de très agréable qui se passe. Du coup,
c'est la timidité ou la discrétion s'envole, mais en tout cas la timidité. Mais après, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui aime me faire voir ou crier sur tous les toits ce que je fais. Je suis très discret. Non. Est-ce que c'était pour faire passer, pour cacher votre peut-être un manque de confiance en soi, peut-être ce genre de comportement ou pas du tout? Non, je pense que ça a été vraiment un manque de confiance en moi. Je pense que j'en ai eu. Je pense que ma confiance, elle n'est pas totale sur certaines choses. Mais je pense que les faiblesses, je pense pas que c'est une faiblesse non plus. Mais c'est vrai que c'est juste finalement de pouvoir, je sais pas, j'ai pas trop envie que l'attention soit portée sur moi. Je veux dire, j'aime bien aussi échanger. J'ai pas envie de dire j'ai pas envie qu'on parle toujours de mon livre quand je rencontre des personnes, par exemple. J'aime bien aussi, la vie des autres m'intéresse aussi beaucoup, donc voilà. Donc être célèbre du genre comme, je sais pas, Jennifer Lopez, Katy Perry, ça vous arrangerait pas? Pas leur carrière, en tout cas. Non, après moi non elle, non, mais non, ça m'intéresse absolument pas. Non, je préfère l'ombre en fait. Je préfère, par exemple, si je devais travailler dans le cinéma, imaginons tout à coup ça se produit. Bien sûr. Ce que j'aimerais, c'est plutôt écrire les histoires que de les jouer ou de les réaliser. Scénariste. Donc. Voilà, exactement. Donc moi, je préfère l'ombre. Par exemple, avec le théâtre, c'est vrai que moi, j'ai fait la présidence, donc j'étais président de la troupe de théâtre pendant 4-5 ans. Et du coup, j'avais toujours un discours à faire devant le public, donc ça me stressait beaucoup. Tout le monde se moquait de moi parce qu'on entendait les feuilles trembler quand j'étais là sur cette scène-là. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Et mais après, par exemple, toute l'organisation, c'était moi qui le faisais en amont, de manière cachée. Puis après, c'est vrai que j'ai joué parce que c'est aussi un plaisir, mais je suis un parmi tant d'autres. Donc voilà, c'est vrai que j'ai jamais cherché le devant de la scène. Vous avez donc participé à un concours que vous avez gagné à l'âge de 15 ans. Vous écrivez mieux aujourd'hui, hein? Je sais pas si j'écris mieux aujourd'hui, j'espère en tout cas. Voilà, Boulivry, effectivement, je l'avais écrit, c'était mon premier concours, mon deuxième concours, et j'avais effectivement eu la médaille de bronze, script de bronze comme on l'appelait à l'époque. Alors oui, ça a changé déjà pour une chose, c'est-à-dire que ça c'est une histoire qui est très innocente, elle est mignonne, elle est sympathique. Elle est très divertissante, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que j'avais 15 ans, maintenant j'en ai 12 de plus. Donc effectivement, la sensibilité s'affûte aussi. Les personnes qu'on rencontre, on a un autre chemin de vie, on a d'autres sensibilités sur d'autres problématiques. Donc on lit beaucoup plus, on écrit différemment. Donc effectivement, c'est très très différent. Et aussi beaucoup plus d'expérience, on va dire ça comme ça. Ça aussi. Après, voilà, je veux dire, je pense qu'on peut aussi. Après, c'est toujours une question de choix. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de vivre pleinement. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé à Paris, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait monté beaucoup de projets, j'ai lu beaucoup de livres. Lire, c'est aussi une expérience. Et donc du coup, effectivement, ça permet d'écrire de belles histoires. Belles, je sais pas, mais en tout cas des histoires. Est-ce qu'il y a un prof en particulier qui vous a poussé dans cette voie ou qui vous a fait découvrir que vous aviez un talent caché, ou alors qui a peut-être su polir le diamant brut que vous étiez, qui vous a poussé vers l'avant, qui vous a peut-être dit « tu peux le faire » ou même « mieux, tu dois écrire, fonce ». Alors, d'ailleurs, je pense que ces professeurs-là se retrouveront dans le livre ou dans la partie d'un professeur qui s'appelle Bataille. Car j'ai eu beaucoup de soutien en fait durant mes scolarités ou durant mon apprentissage par exemple, où c'est vrai que j'étais un peu turbulent. Il m'est arrivé en tout cas d'avoir quelques soucis, et c'est vrai que certains professeurs voyaient en moi pas un génie, non, mais voyaient justement les capacités. En devenir, un génie en devenir. Je sais pas, génie c'est peut-être un peu fort. Hein. J'essaie d'être humble aussi avec ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de profs qui m'ont soutenu et qui relèvent. Enfin, je trouve toujours important en fait que le professeur, si certains élèves ont des capacités un peu différentes, singulières, et qui sont doués dans certains domaines comme l'écriture par exemple, dans les rédactions, je pense que c'est important d'avoir le soutien d'un professeur, qu'on le remarque, qu'on le souligne, on leur dise vraiment que voilà, c'est un talent à peaufiner. Alors effectivement, j'ai eu du soutien. Mais aussi, juste une petite question, Bataille. Pourquoi vous avez choisi ce nom-là pour votre professeur dans votre livre? Alors Bataille, ça fait référence à Georges Bataille, qui est un écrivain français, c'était une expérience de lire, c'était très violent, très violent ce qu'il écrit. Du genre gore ou
Genre violent, psychologique. Psychologiquement, parce que plusieurs de ses livres traitent surtout du conflit mondial, avec la Deuxième Guerre mondiale, et il en a écrit un autre qui est assez, qui est un peu, je dois dire, pornographique en tout cas, un peu dérangeant, oui, okay. un peu dérangeant. Mais c'est de l'écriture, c'est un grand auteur du XXe siècle qui est très connu. Et moi, j'avais lu son autre livre avant et on m'avait dit de lire ça parce que c'était justement une expérience. Puis je me suis, ça m'a beaucoup dérangé. Mais je trouvais le nom intéressant parce que la bataille, finalement, c'est un combat et une bataille, c'est quand même comme un terme beaucoup plus joli que combat. C'est pour ça que je l'ai choisi. En parlant aussi d'un autre écrivain, votre livre a été préfacé par un auteur assez connu et qui a reçu plusieurs prix. Cet auteur, c'est Philippe Besson. Dans la préface, il fait un portrait assez élogieux de vous. Vous pouvez nous en dire plus sur votre rencontre avec lui et les rapports que vous entretenez avec lui ? Alors, tout est dit dans la préface, dans notre rencontre, en tout cas. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance dans cette préface parce qu'effectivement, c'est un auteur à succès, en tout cas en France, en France, en Suisse, dans le milieu francophone. Notamment son dernier livre aussi qui a remporté un succès assez... Lequel, justement? Arrête avec tes mensonges, qui est un récit autobiographique. Et il a dépassé, en tout cas, des ventes assez considérables de son livre. Et c'est vrai que moi, je l'ai rencontré par le biais, justement, de la troupe de théâtre. On a fait, la première pièce qu'on a jouée a été écrite par un de ses amis. Et cet ami-là m'a dit, j'avais mis une fois sur Facebook comme quoi je lisais un livre de Philippe Besson. Et du coup, il m'a dit, tu connais Philippe? J'ai dit non. Il m'a dit, la prochaine fois que tu viens à Paris, on dîne ensemble. On a dîné ensemble et on est devenus amis. Puis chaque fois, chaque fois qu'il revenait en Suisse pour des occasions, des événements, comme le salon du livre, le livre sur les quais, etc., ou des interviews à la télé, il me disait, puis on se voyait souvent, on allait manger, ou il venait voir des amis, ou moi je l'amenais des amis, on se voyait comme ça. On est toujours restés amis, voilà. Et par rapport à votre script, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a lu votre premier jet pour votre roman? Il m'a dit que c'était mauvais. Alors, cash. Cash. Il me l'a dit cash, ouais. Donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui ne fera pas, qui ne rendra pas un service pour faire plaisir à la personne. C'est vraiment quelqu'un qui mesure, qui mesure, qui a beaucoup de valeur. Et c'est vrai que la première version que je lui avais envoyée, il m'a dit, écoute, j'ai pas pu aller au-delà des 5-10 pages, c'est un peu trop lourd. Ça va pas. C'est un peu alambiqué, comme il disait. Donc il m'a mis des commentaires, et là j'avais deux choix, donc soit tout arrêter, soit reprendre, retravailler. Je travaillais 7-8 mois. J'ai un éditeur l'Âge d'Homme, qui m'a donc confirmé la publication. Et je suis revenu avec une troisième version vers lui, il l'a lu et il m'a envoyé une préface. Donc c'était bon. Et il vous a tout de suite non, il vous a pas tout de suite traité de romancier magnifique. Excusez-moi, on passe à la question suivante. Ok, alors voici l'histoire de votre livre en quelques phrases. Vous nous corrigez si jamais. Allez-y, pas de problème. Kostka, jeune homme discret et romanesque, se retrouve dans un monde dont les codes lui échappent. Une école d'art dans laquelle seul le besoin inodore de réussite compte et qui choisit d'abandonner pour mieux se donner à son amour véritable, l'écriture. Il participe alors à un concours organisé par une célèbre marque de vêtements, Martha Kahl. L'excellence du travail proposé par Kostka lui permet d'être engagé par la marque. Le voilà à nouveau propulsé dans un monde de faux-semblants aussi envoûtant que pernicieux. Mais en fait, qu'est-ce que vous entendez par envoûtant et pernicieux? C'est tout l'univers de la mode, c'est tout l'univers des apparences, c'est-à-dire qu'on a vite tendance à aduler, trouver ça formidable, la célébrité, la richesse, les beaux habits, les beaux ornements, etc. Donc ça, c'est le côté positif, mais le côté pernicieux, c'est-à-dire que beaucoup de personnes dans ce milieu-là, c'est un milieu très factice, un milieu très faux. Donc c'est vrai que beaucoup sont aussi, mais plein d'autres milieux, pas seulement celui de la mode, beaucoup de personnes sont prêtes aussi à planter des couteaux dans le dos des autres pour arriver, voilà, exactement, ou arriver à certains postes, ou parce que tout simplement c'est un milieu d'apparence et des fois c'est assez trompeur. C'est un milieu assez hypocrite, donc. Oui, mais c'est un parmi tant d'autres qui est hypocrite, effectivement. Donc, je reprends ma lecture. De grandes soirées luxueuses peuplées de jeunes de sa génération, à la fois perdus et victorieux, et l'amour longtemps redouté. Ah, l'amour classique dans ce contexte. On parle d'amour de la littérature ou de l'amour à la Cupidon. En tout cas, tout ça, ça sent l'eau de rose. C'est vrai, j'adore moi les histoires d'amour dans les films, j'adore ça, je trouve ça incroyable dans les livres. Enfin moi c'est les plus belles histoires de toute façon. Et les plus tragiques aussi, c'est ça qui est beau dans les histoires d'amour. Donc effectivement, c'est plutôt des histoires. Alors il y a un amour du livre, il y a un amour de l'écriture, mais il y a aussi le fait que lui a de la peine à se lancer aussi dans une histoire avec une fille, ou en tout cas lui avouer qu'il
pourrait l'aimer, qu'il pourrait aller plus loin avec elle. Et du coup, il y a aussi cet amour-là qui est redouté, surtout. La timidité. Bon, je reprends encore ma lecture. Trop sensible pour pouvoir résister au faste et à la promesse de reconnaissance qui s'offre à lui, il devient l'élément fragile des règles d'un jeu qui auparavant le répugnait. Dans ce rêve éveillé, tout a un prix et la chute se profile inévitablement. Des règles d'un jeu qui auparavant le répugnait, un rêve éveillé qui va l'amener à une chute inévitable. Il va donc se casser la gueule, c'est ça? Effectivement, en quelque sorte. Alors, je sais pas si je le dis comme ça, parce que je sais pas si je dois révéler ce qui va se passer plus tard dans le livre. Peut-être pas. Non. C'est mieux pour vous, on va dire. On dira de manière générale qu'il y a une chute. Voilà. Et pour vous, la question d'un happy end ou d'un non happy end, ça s'est posé ou pas du tout? Absolument pas, parce que justement, à la fin du livre, il y a une ambiguïté. On ne sait pas en fait si c'est happy ou pas. Et aussi, ça va continuer l'histoire ou pas du tout, cette fin? Elle permet de continuer l'histoire ou pas du tout? Alors, on verra avec le deuxième. Ok. Mais j'ai déjà la réponse, mais c'est juste pour teaser un peu Bien sûr. nos auditeurs. D'accord. Alors en fait, l'univers de la mode est très clos, où seules quelques filles anorexiques et quelques mâles aux abdos saillants arrivent à percer. Alors pourquoi en parlez-vous? Alors, bon, l'univers de la mode, moi, m'intéresse surtout du point de vue critique. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont remerciées à la fin sont des personnes qui travaillent dans l'univers de la mode, mais qui sont soit journalistes, soit des très grands passionnés, mais qui passionnés plutôt par l'histoire de la mode, par la sensibilité de la création. Donc, c'est des personnes que j'ai approchées, à qui j'ai discuté justement pour vérifier aussi que tout ce que je disais était bien vrai, donc le déroulement des défilés, etc. Mais ce qui m'intéresse moi avant tout, c'était une bonne idée pour choisir le monde des apparences. Mais ce qui m'intéressait, c'était de penser aussi que c'était un monde où il fallait peut-être à nouveau de nouvelles réflexions sur l'habillement, des réflexions aussi sur le monde, faire un lien entre ce qui se passe dans le monde actuel et puis le faire peut-être sous forme de défilé, comme faisait par exemple Alexander McQueen, qui est un grand créateur anglais qui est décédé, mais qui dénonçait justement beaucoup de problèmes écologiques, par exemple, avec ses défilés ou avec ses vêtements. Et ça, c'était une mode intelligente. Donc, c'est ça qui m'intéressait. On nous disait, enfin, on m'a toujours dit que la mode était une voie assez risquée si on voulait s'engager professionnellement. C'est vrai ou pas? Alors, je ne sais pas du tout parce que je n'ai aucun lien direct, en tout cas, avec la mode. Mais je sais parce que j'ai quand même beaucoup d'amis qui... Enfin, c'est des milieux très fermé, effectivement. Je veux dire, le mannequinat, il y a des normes, mais les normes aujourd'hui, on ne sait plus vraiment ce que c'est. Je veux dire, la rondeur est une norme aussi, comme la maigreur est aussi une norme. Donc, voilà. Mais au niveau d'entrée, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, qui ont fait des stages dans des grandes marques de mode comme Gucci, par exemple. Mais c'est assez facile parce que c'est de l'assistance. Donc, tout le monde, à peu près, en tout cas, enfin, si on est passionné, peut le faire, mais après, je sais que c'est en tout cas difficile d'accéder à des défilés, d'accéder en tout cas aussi dans des backstage ou bien même dans des ateliers. J'ai un ami qui est chez Lanvin, une grande marque de haute couture, et je l'ai vu à Paris il y a pas longtemps, justement avant la Fashion Week. C'était interdit pour lui de nous montrer quoi que ce soit parce que c'est des pièces après qui figurent dans les défilés. Donc, c'est très clos comme milieu, effectivement. Alors, si on reprend au début du livre, vous parlez de l'école d'art et vous brossez un portrait très sévère sur ces étudiants en art qui se veulent tous uniques, qui veulent se démarquer par leur habillement, mais qui finalement sont tous identiques. D'ailleurs, votre héros quitte cette école. 2 questions. L'art, ça peut, selon vous, s'apprendre dans une école ou c'est pas possible? Je pense que ça se perfectionne en tout cas, ou peut-être ça peut naître grâce à l'école. Après, je pense que moi, je suis plutôt autodidacte, en tout cas dans l'écriture, par exemple. Je n'ai jamais vraiment appris à écrire. Je pense que je l'ai appris par le biais de la littérature. Mais par contre, à l'école, en tout cas pour ce qui concerne l'écriture, j'ai eu effectivement, il y a quand même de la grammaire, il y a quand même de l'orthographe, il y a quand même un respect de certaines règles. Voilà. Après l'art, de manière générale, je pense qu'on peut rencontrer des personnes qui nous poussent à faire de très bons travaux. Mais je pense que ça se perfectionne plus, ou ça naît en tout cas à un moment, mais après c'est un travail qui doit venir de soi, je pense. Parce que j'arrive pas à me figurer le fait que, en fait, pour moi, l'art c'est vraiment subjectif, donc c'est assez compliqué de concevoir que c'est possible d'apprendre ça en école, on va dire ça pour ça. Ça comme ça. Bon, on apprend des bases, de toute façon, je sais pas, ou tout simplement des instruments, ou des influences avec une histoire de l'art, par exemple, ou savoir aussi ce qui s'est fait avant, quels sont les codes, comment est-ce que certaines écoles d'art
que certains mouvements ont été cassés par d'autres mouvements. Je pense que c'est de la culture générale qui peut aussi nous apporter vers la curiosité et d'autres apprentissages. Et aussi, pour aller un peu plus loin, en vous regardant ici au Sirius, c'est plutôt le look vestimentaire qui fait l'artiste ou l'artiste qui fait le look vestimentaire? Ouh là là. Mais je pense que justement le gros défaut c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que beaucoup de personnes se définissent par un vêtement. Alors c'est aussi une forme d'art, hein, s'habiller ou associer des couleurs, etc. Ou l'accessoire aussi, c'est une petite touche de délicatesse qui est assez importante en tout cas dans l'habillement. Mais je pense que la personne avant tout définit tout le reste, pas l'habillement. L'habit ne fait pas le moine comme on le dit, et je pense que c'est assez juste. Mais aussi il y a certains codes, par exemple si tu t'habilles en noir, t'es gothique, si tu t'habilles d'une certaine couleur ou d'une certaine façon, t'es catégorisé par la société, on va dire. En fait, moi, la critique de l'uniformisation, elle est née parce qu'un jour on m'a fait du mal. On m'a dit, une jeune fille à l'époque m'avait dit, quand j'étais en apprentissage de libraire, j'ai fait un apprentissage de libraire, m'avait dit, mais comment tu peux être libraire alors que tu as du gel dans les cheveux et une petite chemise avec des rayures bleues, voilà. C'est-à-dire que pour elle, en fait, le libraire, c'est une certaine image. Encore une fois, on rentre un peu dans des préjugés qui sont totalement faux. C'est débile. Puis, vous verrez même à l'Écale, par exemple, il faut toujours être décalé pour avoir des idées. L'Écale. C'est une école d'art à Lausanne qui est assez connue. Ok. Et là, par exemple, vous repérez assez facilement à Lausanne les jeunes qui viennent de l'Écale, justement, parce que on a l'impression qu'il faut être décalé pour avoir une espèce de génie artistique. Tous hipsters. Voilà, en quelque sorte. Mais après, moi aussi, je fais un peu, peut-être une généralité. Tous ne sont pas comme ça. Bien sûr. D'accord. J'ai l'impression en lisant votre œuvre que vous détestez la mode. Tout ce qui l'entoure est mauvais, c'est bien ça? Excusez-moi pour le petit temps. Aucun problème, mais non, mais c'est marrant parce qu'effectivement, j'en parlais beaucoup en disant que c'était un livre sur la mode. Je la déteste pas, mais je la critique en fait. Je pense qu'il faut avoir un esprit critique et puis il faut arrêter aussi d'aduler ça, croire que c'est formidable, mais de voir aussi le bon et le mauvais côté, puis de voir aussi, arrêter de s'arrêter. Enfin, il faut qu'on cesse de trouver ça incroyable et d'avoir un esprit critique sur beaucoup de choses. En fait, je trouve ça intéressant. De mon côté, vous avez déjà un peu participé au monde de la mode, comme les soirées que vous dépeignez dans votre bouquin ou pas du tout? Si j'ai déjà fréquenté ces soirées-là, des soirées de la mode, je n'ai jamais vécu, mais c'est vrai qu'à Paris, j'ai un cercle d'amis assez composé d'artistes, des musiciens, des gens du théâtre, donc des comédiens ou des metteurs en scène, des dramaturges aussi, des écrivains et aussi quelquefois des mannequins ou des personnes de la mode, des créateurs ou des personnes qui travaillent par exemple pour la maroquinerie. Voilà. Après, c'est des soirées que je vis à Paris. Après, certaines, je les ai un peu améliorées, certaines, je les ai un peu rendues un peu excessives et d'autres, je les ai un peu amoindries en tout cas. D'accord. Votre Koska, votre héros, vous l'avez construit comment en fait? C'est au fur et à mesure de votre livre que vous avez construit son caractère et son physique ou pas du tout? Oui, alors c'est vrai que moi j'avais l'idée de base, j'avais l'idée du milieu, donc c'est-à-dire et si je gagnais le concours, donc pour moi qui constituait le noyau de l'histoire, et tout le reste autour, il fallait que je le construise. C'est vrai que Koska, il est assez inspiré de ma personne, du coup j'avais une base d'après ça, et après finalement c'était au fil des rencontres que le personnage se construisait, donc comment il allait réagir d'après ses valeurs et les rencontres qu'il allait faire. Et aussi Philippe Besson par exemple, est-ce qu'il fait ces personnages dans ce même contexte, on va dire, qu'il prend sur lui son caractère puis il fait ses personnages comme ça? Je pense pas, parce que justement son dernier livre c'était vraiment un livre pour une fois il parlait vraiment de lui, c'était vraiment autobiographique, c'était la première fois qu'il le faisait et il a toujours dénoncé un peu le roman, l'autofiction, donc tous ses autres livres étaient de la fiction pure, et là il a fait un livre qui parlait de lui-même et il a super bien marché, donc je sais pas si c'est un genre peut-être qui va changer par la suite, je ne sais pas. Revenons à votre livre, en fait, d'où vient le prénom Koska? Parce que franchement ce n'est pas un nom très commun, Alors il y a beaucoup de noms qui sont pas communs d'ailleurs dans ce bouquin, et Koska, le but c'était moi je lisais Charles Bukowski à l'époque, puis j'aimais bien comme ça sonnait, Bukowski, un peu comme ça, un peu polonais, lui il était allemand, et à l'époque j'écoutais aussi du rap américain, un groupe qui s'appelait la Coca Nostra, et en faisant un espèce, je sais pas, un mélange de Coca Nostra Bukowski, ça m'a donné Koska.
Voilà. Ok. Donc c'est un nom que vous avez totalement inventé, c'est pas un nom... Totalement. Vous avez cherché sur internet ou quelque chose d'un genre. Mais je crois que je regardais même si des personnes sur Facebook s'appelaient Koska, et il y en a peut-être quelques-uns, mais je sais pas si c'est leur vrai nom en tout cas, mais c'est inventé. Pour en revenir encore à votre livre, dans certaines scènes, surtout dans les scènes où le jeune homme pète un câble, pourquoi avoir utilisé un vocabulaire si cru? C'est pas un peu surjoué? Absolument pas. Je pense que dans toutes les sensations que l'on ressent, par exemple dans l'amour, on est vite un peu Fleur mielleux, bleue. voilà. Mais je pense pas que c'est surjoué, c'est tout simplement les émotions qui parlent. Et je pense que dans l'énervement est vraiment la rage, parce que c'est vraiment une question de rage, en plus accentuée par l'alcool. Les mots sont faits pour être utilisés, et je pense que la colère vraiment, elle se ressent à ce moment-là. Et je pense qu'il faut parler sans filtre à ce moment-là. Et je trouve pas que c'est de la vulgarité proprement dite. Alors effectivement c'est fort. Effectivement, c'est cru. Ça peut choquer. Mais, Oui. ça peut choquer. Mais je pense que c'est vraiment des sensations qui sont réelles. Et puis moi, le but, c'était vraiment par ces mots-là, qu'on puisse savoir ce que ressent le personnage. De la rage. D'accord. Pour en fait les lieux du livre, vous avez tout inventé ou un peu à la SimCity, ou ce sont vraiment des lieux qui ont existé pour certains? Alors c'est des lieux vraiment inspirés de ce que j'ai déjà vu. Alors dans la première partie, Barclay finalement, en fait tous les personnages, tous les lieux, toutes les situations, c'est un patchwork de plein de lieux, plein de personnages, plein de situations. Après je mélange un peu tout ça, je regarde ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, puis je m'en inspire. Mais ce sont des lieux que j'ai en principe visités effectivement. De mon côté, j'aimerais bien aller à la librairie La Colère, moi. Pourquoi La Colère et pas Amitié, par exemple? Quand on fait ce genre de choix, c'est spontané ou vous hésitiez avant de fixer ce nom-là? J'ai eu une rencontre dédicace dans une librairie à Payerne il y a une semaine en arrière, je crois. Et la personne qui faisait donc la rencontre entre les lecteurs, enfin entre les personnes intéressées et moi, il m'a posé la question: pourquoi la colère? Pourquoi des têtes qui se fracassent? Pourquoi des déchirures? Pourquoi des fêlures? Et je crois qu'en fait, j'ai pas vraiment réfléchi pourquoi la colère, mais je crois que c'est inconscient. Peut-être parce que c'est un livre qui contient un peu certaines colères. Alors du coup, j'ai eu aussi quelques expériences en librairie qui m'ont fâché, et du coup peut-être que j'ai voulu mettre cette enseigne-là sur une librairie. La librairie La Colère, que pouvez-vous nous dire de ce métier de libraire que vous avez pratiqué durant quelques années? Oui, alors j'ai fait l'apprentissage de 3 ans, après j'ai travaillé 1 année, et après j'ai continué à côté de mes études travailler le week-end en tant que libraire. Donc c'est un apprentissage qui m'a beaucoup appris sur la maturité, donc c'est là aussi j'ai découvert des auteurs classiques, voilà, plus que la littérature pour ados. Et c'est aussi là que j'ai eu mes premiers rapports avec des clients, c'est-à-dire un premier contact avec des clients, des premiers contacts humains qui se font, des adultes. Et aussi, c'est vrai que j'étais le plus jeune apprenti, donc les autres avaient 4-5 ans, donc des années de collège en plus de moi. Et du coup, je découvrais un nouveau monde. Et aussi, ce qui était incroyable, c'est la culture générale qu'apportent les livres, la curiosité. Vous apprenez vous apprenez à conseiller des dictionnaires, mais aussi des romans policiers. Il y a 8 genres de romans policiers, peut-être même 8. plus. Il y a vraiment, c'est vraiment un bagage culturel qui est très très important dans le métier de libraire. C'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ça paye bien aussi? Absolument pas. Absolument Comme pas. tous les milieux, comme dans tout ce qui concerne le milieu du livre, mais après on le fait vraiment plus par passion, je pense, que pour une question de salaire. Donc en fait, on peut dire que vous êtes un rat de bibliothèque. Alors rat, moi je trouve que c'est un peu péjoratif. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de rendre le livre cool, quoi. Le livre c'est vraiment cool, c'est du plaisir, il y a des belles histoires, il y a des bonnes histoires, ça peut nous apprendre beaucoup de la vie, pardon. Et du coup de la ville aussi, si c'est un guide touristique. Voilà, exactement, ou là sur Paris aussi. Et non, après c'est vrai que j'aime beaucoup les livres. Enfin, je veux dire, je pense que je préfère lire un livre que de sortir certaines fois. C'est vrai que mes dépenses passent plus dans les bouquins que dans d'autres choses. Mais on peut aussi dire qu'un livre, c'est un autre univers quand on l'ouvre. Si c'est par exemple un roman fantastique ou quelque chose dans le style. C'est une fenêtre qui s'ouvre sur un moment, voilà, un break où on a envie tout simplement de s'évader, faire une petite coupure. Effectivement, ça permet ça. Un bon voyage. On dit souvent aux jeunes qu'il faut lire, lire, lire et encore lire. Quel conseil, ou plutôt quelle motivation donneriez-vous aux adolescents pour justement leur donner envie de lire? Alors j'essaie toujours quand j'ai une classe et puis on parle j'ai l'occasion de leur poser la question qui
qui, dans cette cas, c'est lecteur. lecteur. Et pour ceux qui ne lisent pas, je leur dis toujours la même chose. Je leur dis toujours que c'est avant tout la lecture, quelle qu'elle soit, c'est un plaisir. Je veux dire, si une personne n'est pas lectrice ou n'a pas envie n'a pas encore trouvé son livre, je pense qu'un livre, le lecteur trouve son livre ou le livre trouve son lecteur. Il faut avant tout commencer par quelque chose qui nous intéresse. Je leur dis toujours, si vous aimez le foot, commencez par une biographie sur Zlatan. Et après, si vous aimez les chevaux, lisez des livres sur les chevaux. Et après, la curiosité peut naître. Et à ce moment-là, on grandit notre curiosité. On va lire d'autres livres. Donc, je pense qu'il faut avoir du plaisir avant tout. Et on devient rat de bibliothèque à ce moment-là. Voilà. Et on trouve que la littérature, c'est cool à ce moment-là. Donc, en fait, vous êtes non seulement écrivain, mais vous portez bien cet habit. Le fait d'être écrivain. D'accord. Oui. Mais je sais pas. Pour moi, c'est un premier livre. Je pense que le métier d'écrivain, il se solidifie et je pourrais vraiment l'utiliser pleinement le jour où j'aurai peut-être plus de livres. Écrivain. Voilà. Moi aujourd'hui, mais beaucoup de gens se disent écrivain aujourd'hui, tout simplement ceux qui même le font à compte d'auteur. Moi, j'attends encore quelques livres avant de pouvoir certifier ça. D'accord. Donc en fait, juste une question comme ça. Si par exemple j'ouvre un annuaire téléphonique, c'est écrit Jonathan. Nona, profession écrivain, c'est ça? Ben absolument pas, parce que je ne peux pas en vivre, donc ça peut pas être encore mon métier. C'est un peu difficile, mais effectivement, j'aimerais bien que ça le devienne. Inch'Allah, peut-être. Peut-être. Donc écrivain, mais demandons également à Madame Bredard ce qu'elle en pense. Vous avez une anecdote concernant Jonathan? Alors oui, en tant qu'élève, une petite anecdote. C'était un rendez-vous dans le bureau du directeur accompagné de son papa. Alors comme je vous l'ai dit dans mon cours, un élève très discret, avec aucun problème, mais on a dû un petit peu remettre les pendules à l'ordre pour en ce qui concernait sa motivation à faire sa 10e année dans notre CO. Comment vous expliquez cette période durant laquelle l'école vous lassait, pour rester poli? Êtes-vous un de ces écrivains qui trouvent que le système scolaire tue la littérature, l'écriture et la motivation de tout élève, pourtant motivé mais démotivé par le système? Question très longue. Ouais, très philosophique non, aussi. Ouais, mais c'est surtout la réponse que je dois me méfier ce que je réponds. Non, mais absolument pas, parce que j'ai rencontré beaucoup de professeurs quand j'étais élève aussi durant les remplacements, des professeurs qui ont justement cette vision ou cette volonté de donner du plaisir ou de changer en fait la façon d'aborder un livre, d'aborder la littérature. Et heureusement qu'on a justement des ouvertures d'esprit comme ça. Donc je pense pas que le système scolaire tue le plaisir de lire ou l'écriture. C'est vrai que des fois on a tendance à voir un peu l'école comme un fardeau, alors que je pense que c'est quand même les plus belles années de notre vie, en tout cas dans mes souvenirs. Mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, enfin j'avais 14 ans, je sais pas, 15 ans, je sais plus quel âge j'avais à cette époque, et c'est vrai que pour moi c'était une 10e année en plus que je faisais, donc une 12e du coup pour vous actuellement. Oui. Et c'est vrai que voilà, je devais attendre en fait une année pour commencer mon apprentissage. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'essaie de m'occuper autrement. Voilà. Mais j'ai appris beaucoup de choses en allant dans le bureau de Monsieur Nanzer. Vous avez été beaucoup médiatisé, de nombreuses interviews dans les journaux, passage au 1245 de la RTS. Pour bientôt. Hein. Ah, ok. C'est pour le 18 avril. Mais ça, c'est cool. Voilà. Des réseaux sociaux qui surchauffent, des livres qui se vendent gentiment, mais vraiment, peut-on dire que vous avez réussi? Alors, la réussite pour moi, elle se base pas seulement sur les ventes ou sur le côté médiatique. Réussir pour moi, c'est tout simplement avoir un avis d'un lecteur qui a eu du plaisir, ou tout simplement qu'on relève, qui a un style, une différence. Donc à partir de là, si quelqu'un a pris du plaisir ou quelqu'un a lu pour la première fois quelque chose de différent, un livre différent, pour moi, c'est une réussite, effectivement. Est-ce que vous accepteriez, par exemple, une critique négative sur votre livre? Bien sûr. Alors, comme pour toute critique, hein, je veux dire, c'est tant qu'elle est constructive et qu'elle m'apporte aussi pour la suite de mes prochains projets. Donc, j'ai eu beaucoup de critiques positives jusqu'à maintenant. J'ai eu des personnes qui avaient un peu moins le feeling, par exemple sur le sujet, etc., ou qui trouvaient parfois des fois trop simple, des fois trop compliqué. Donc c'est aussi les goûts de tout le monde et on peut pas satisfaire tout le monde, c'est impossible. D'accord. Et la suite, elle s'annonce comment pour vous? Pour ce qui concerne en tout cas l'écriture, je suis sur un nouveau projet, même 2 nouveaux projets, mais je ne sais pas encore lequel choisir ou sur lequel le plus travailler.
Vous avez déjà côtoyé Marie Bussmann, je crois. Jeune écrivaine en devenir à 15 ans, elle aimerait devenir écrivain. Elle écrit de plus en plus. Et vous avez des conseils pour justement qu'elle devienne écrivain, pour qu'elle puisse éditer son livre si elle peut? Alors Marie, c'est vrai qu'effectivement, elle a quelque chose de qu'on n'explique pas, mais en tout cas qu'elle est douée dans l'écriture. Parce qu'elle y met en tout cas de la passion, elle réfléchit beaucoup. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, moi je l'ai eu comme élève et du coup j'ai beaucoup corrigé ce qu'elle faisait, j'ai beaucoup suivi ce qu'elle faisait. Donc moi ce que je lui conseille avant tout, c'est le plaisir, encore une fois, et la persévérance. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui font de l'écriture comme ça, mais est-ce que c'est vraiment un don ou ou il faut juste que ça s'affine comme une plume? Alors je pense que ça peut être les deux à la fois. Par exemple là j'ai un élève qui fait par exemple du rap. Et pour moi c'est aussi une forme d'écriture, c'est aussi une forme de poésie entre guillemets. Donc du coup effectivement je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui écrivent ou qui le font mais de manière différente. Mais ça se travaille. Je veux dire ça peut pas être bon dès le départ, à part peut-être pour Rimbaud quand il avait ses 17 ans. D'accord. Et à la fois, je savais que je n'étais pas magnifique. Le premier roman de John Monard aux éditions L'Âge d'Homme est en librairie pour vous, juste pour vous. Combien de livres déjà vendus alors? Si on peut se permettre, on va dire. Oui. Ça m'angoisse de savoir, donc j'attends encore quelques mois pour être sûr. Parce qu'il est sorti en France le 30, du coup j'attends de voir un peu les impacts avec les réseaux sociaux, etc. D'accord. Merci Monsieur Menard. On fixe rendez-vous pour le prochain livre. Avec grand plaisir. Merci en tout cas à toute l'équipe. Merci à vous. Je vous propose que l'on se quitte sur le dernier paragraphe de votre magnifique livre. Donc au revoir. Au revoir, merci. En attendant, nous ne cessions de vivre pleinement ensemble. Nous regardons le mépris bouleversé par le thème de Camille, les yeux remplis de larmes et d'envie. Celui de rejoindre une époque inconnue, déçu de la nôtre, naïf, convaincu que tout était mieux qu'aujourd'hui, sans rien connaître d'avant.